Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Moïse. Nando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le service SMS a été rétabli dimanche 8 février et l'Internet mobile le lundi 9 février. Ce sont les entreprises de télécommunications qui l'ont annoncé le vendredi 6 février dans des messages qu'ils ont envoyés à leurs abonnés. Après plusieurs jours de coupure de ces deux services, le gouvernement congolais a finalement autorisé la reprise de ces deux services. Monsieur Mbelou, pourquoi cela a-t-il duré aussi longtemps? Les régimes Kabila est-il à ce point liberticide? Oui, c'est un régime liberticide, mais aussi un régime criminel. Un régime qui a essayé de criminaliser les Congolais et les Congolaises en les assimilant aux pilleurs. Et pourtant, ces derniers n'ont fait rien d'autre qu'exercer leur liberté de protester, et en recourant pour plusieurs d'entre eux à l'article 64 de la Constitution que certains d'entre nous n'ont jamais accepté jusqu'à ce jour. Comment voulez-vous que des citoyens qui ont des raisons suffisantes pour protester contre ce régime qui voulait s'éterniser dans son rôle de marionnette des forces extérieures, comment voulez-vous qu'on puisse couper ces citoyens, ces paisibles citoyens du monde entier et les réduire au rang de simples pilleurs qu'il faut contrôler pour éviter que l'ordre public puisse être perturbé. Hein, ce régime, en coupant le Congo du monde, en exerçant des pressions sur le ministère des communications et des télécommunications pour que les Congolais puissent être coupés du monde, a révélé davantage sa nature criminogène. Mais justement, Monsieur Mbelou, le gouvernement congolais avait coupé les SMS et l'Internet depuis le 20 janvier dernier, je cite, pour des raisons de sécurité nationale. Au lendemain des troubles qui avaient émaillé les votes de la loi électorale au Parlement. Monsieur Mbelou, en 2011, au moment de la publication des résultats de l'élection présidentielle, les mêmes gouvernements avaient agi de la même manière, mais on a comme l'impression que contrôler les médias officiels ne lui suffit plus. C'est ce qui révèle sa faiblesse et ses limites. Dans le cas présent, ce qui étonne un peu, c'est le renversement des rôles. Ce régime qui tue, qui pille, qui esclavagise les Congolais, estime malheureusement qu'il assure l'ordre au Congo. C'est cette inversion sémantique qui prouve que ce régime devrait être mis le plus tôt hors d'état d'agir. Hein? Dans le cas contraire, il risque d'exterminer les Congolais et de les diviser pour mieux régner sur eux. Couper Internet, couper les SMS, c'est éviter que les Congolais ne puissent être en contact permanent entre eux pour échanger et se mobiliser contre les lois liberticides, scélérates, qui voudraient les enchaîner. Voilà. Et comme ce régime tient absolument à prendre les compatriotes congolais en otage, il fait tout pour interrompre les routes et les autoroutes de communication et de télécommunication. Oui, et justement, en parlant des médias congolais, qu'il ne suffit plus de contrôler, j'ai eu l'occasion il y a quelques jours chez un ami, il, il capte la télévision nationale par satellite, et je dois dire que
l'impression que j'ai eue en suivant les journaux télévisés, c'était un samedi, et j'ai comme l'impression que le temps est resté suspendu, parce que la manière de présenter l'information là-bas, elle n'est pas tellement différente de ce qu'on appelait à l'époque l'OZRT de Mobutu. Et on a comme l'impression que le temps est suspendu. Avant les journaux télévisés, on voit Kabila qui apparaît. euh, il y a un extrait de son discours qu'il avait fait à la fin de l'année passée où il dit voilà, les Congos, nous sommes les héritiers de Kimbangu, de Lumumba, tout ceci, tout cela. On a comme l'impression que l'État restait suspendu et que c'était un véritable étouffoir que de regarder ce genre d'informations. C'est peut-être pour ça que les Congolais, ceux qui sont au pays, se tournent vers les réseaux sociaux. Oui, ils se tournent vers les réseaux sociaux et vers, malheureusement, les autres médias dominants du monde. Mais ils ont besoin de pouvoir aller chercher l'information ailleurs pour éviter ce système de décervelage, de lobotomisation et pour éviter ce système qui enchaîne. Vous avez fait allusion à M. Mobutu, euh, mais n'oubliez pas que ce monsieur-là, qui fait office de président de la République au Congo, a été dénommé Petit Mobutu, Mobutu Light. Ceux qui l'entourent sont pour un certain nombre ceux qui ont travaillé avec M. Mobutu et qui retransmettent les recettes qui, au cours de la dictature de Mobutu, ont pu réussir tant bien que mal à pouvoir faire des Congolais les danseurs au rythme de Djalelo. Donc, c'est ce système-là que les proches de Kabila voudraient perpétuer, mais malheureusement, ils ont fait comme si, ils voulaient faire comme si les nouvelles technologies de l'information et de la communication n'avaient pas fait leur entrée au Congo. Voilà pourquoi ils ont échoué et ils échoueront encore en essayant de procéder comme ils le font. En parlant des médias dominants, les signaux de certains médias, dont RFI, ont été également brouillés. Et pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, il s'agit des décisions prises de manière conservatoire par l'autorité administrative pour de bonnes raisons. Est-ce suffisant pour justifier une telle mesure? Nous devrions nous passer des élucubrations de Monsieur Lambert Mende. Et il n'a plus aucune crédibilité vu les tonnes de mensonges qu'il ne cesse de déverser sur les réseaux sociaux. Lui qui essaie de travailler pour interdire aux Congolais de pouvoir avoir accès aux réseaux sociaux, lui les utilise sérieusement. Écoutez ce qu'il dit là, en débattre, c'est lui accorder un peu d'importance, alors que au jour d'aujourd'hui, il y a lieu de dire que ces mensonges ont étalé sa petitesse d'esprit et nous devrions de plus en plus nous passer des discours de ce monsieur-là. Nous devrions ne pas tenir compte de ce qu'il dit parce qu'on ne voit pas ce qu'il pourrait dire de bon qui pourrait aider ce pays-là à aller de l'avant. Mais sinon, il procède comme font ses autres amis qui travaillent dans le système de la Kabylie. C'est cette inversion sémantique. Ils parlent d'ordre là où ils sont en train de mettre de la terreur. Ils tuent et disent de ceux qu'ils ont tués que ce sont des pillards. Quand le chiffre avoisine 40, eux parlent de 10 morts, de 2 morts qui pillaient, tués par les vigiles. Donc il y a là le fond des fondements éthiques de ce régime-là. C'est un régime qui évolue sur fond d'un mensonge éhonté, et on ne va pas le changer demain en essayant de l'aider
à pouvoir se convertir aux valeurs éthiques de la vérité, de la justice et de la droiture. Mais M. Mbelou, couper les réseaux sociaux, n'est-ce pas là un aveu d'impuissance du régime qui ne peut plus empêcher aux Congolais de s'approprier cette nouvelle forme de communication, puisqu'ils les utilisent, ils sont tous sur Twitter par exemple, Mende, Matata, Kamita, tous les autres. Oui, mais n'oubliez pas que quand ils ont fait ça, ils se sont comparés à la France en disant, quand la France a été menacée par les terroristes, elle a coupé, elle a surveillé et coupé, elle continue à contrôler les médias sociaux. Et même là, il compare l'incomparable tout en essayant de ne pas approfondir la question même en France. En France, comme dans beaucoup d'autres pays occidentaux aujourd'hui, quand on s'en prend aux médias sociaux, c'est à peu près pour les mêmes raisons qu'au Congo. On ne voudrait pas que les citoyens se mobilisent, se mettent ensemble, ouvrent les yeux sur les injustices de la démocratie du marché qui est en train de s'imposer partout avec la fameuse mondialisation. Hein. C'est pour à peu près les mêmes raisons. Donc quand on dit, voilà, mais vous les Français, quand vous avez été attaqués, est-ce que vous ne vous êtes pas mis à contrôler les médias sociaux? Ils oublient que même eux, les Français, ils essayent, malgré le fait que l'acte qui a été commis est une abomination, mais ils essayent de passer par ce genre d'acte-là pour pouvoir contrôler les citoyens et s'en prendre à leur liberté fondamentale. Mais eux-mêmes, qui sont dans les régimes, utilisent ces mêmes réseaux sociaux. Et il y a eu quelque chose d'assez insolite qui s'est passé à ce qui concerne Aubin Minaku, puisqu'il avait tweeté par rapport aux événements sanglants de Kinshasa. Il a dit qu'il a fait un aveu que la police avait réagi de manière disproportionnée. L'usage de la force avait été fait de manière disproportionnée. Et 2 jours plus tard, il a supprimé ces tweets-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, M. Mbelou, cette façon d'agir? Il est possible qu'il ait eu des pressions au sein de sa majorité présidentielle. Il est connu qu'au sein de cette majorité mécanique, on ne peut pas penser par soi. Dire ce que l'on pense en dehors de la ligne tracée par le chef peut conduire à des mesures rétorsionnaires et très sévères. Voilà pourquoi, comme nous qui avions déjà lu cela, nous nous sommes rués dessus, on a écrit des articles et puis ce titre-là, nous le sommes partagés. Il a cru qu'en le retirant, il pouvait avaliser les thèses de son régime. Mais c'était trop tard. Le titre avait déjà été enregistré et mis dans certains articles que nous avons dû écrire à ce moment-là. Vous voyez, au même moment que utilisent les médias sociaux, ils ne voudraient pas que les Congolais fassent la même chose. C'est pourquoi est-ce qu'ils font cela? C'est parce que eux voudraient améliorer leur image à l'extérieur du pays, auprès de leurs compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, auprès de leurs parents, et éviter que les compatriotes utilisant les mêmes réseaux sociaux ne puissent s'exprimer, donner leurs avis, critiquer, remettre en question le régime auquel ces messieurs-là participent. Donc ça me semble être facile à comprendre, quoi. Mais des fois, plus souvent, quand ils tweetent ou bien qu'ils sont sur ces réseaux sociaux, ils utilisent certains éléments. Les éléments du langage qu'ils utilisent semblent stéréotypés. Ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les discours que tient Lambert Mende. Et voilà, on a comme l'impression que c'est un système qui lobotomise carrément. Parce que même les journalistes, puisque tout à l'heure là j'évoquais la télévision nationale, lorsqu'on suit la manière dont ils présentent les journaux télévisés, ils utilisent pratiquement les mêmes éléments du langage que Lambert Mende a. Oui, mais vous les appelez éléments de langage. Et pourquoi est-ce que
les régimes, euh, les régimes sanguinaires, les régimes criminogènes, les régimes criminels recourent aux éléments de langage. C'est effectivement parce qu'ils voudraient fabriquer le consentement, en participer à ce que vous venez d'appeler la lobotomisation des compatriotes. Alors, les éléments du langage leur permettent de pouvoir avoir un discours uniformisé. C'est une façon de pouvoir propager la pensée unique et éviter toute critique, toute remise en question au sein du groupe auquel ils appartiennent. Voilà la raison pour laquelle, l'une des raisons, il y en a beaucoup d'autres, pour lesquelles ils recourent constamment aux éléments de langage. Lobotomiser, éviter des contradictions, faire en sorte que leur discours puisse être uniforme, uniformisé, propager la pensée unique, hein, pour éviter qu'au sein de leur majorité mécanique, il y ait des remises en question qui risqueraient de les mettre en mauvaise posture. Mais M. Mbello, Mobutu est parti, on a comme l'impression que la MOPAP est toujours là, puisque vous l'avez dit un peu plus avant dans votre intervention que quelques-uns qui sont autour de Kabila sont des anciens, les anciens Mobutistes. Oui, mais il faut quand même dire que Mobutu, c'était un système. Hein. Ce n'est pas, c'est peut-être la bêtise que nous risquons aussi de commettre maintenant en restant trop focalisés sur M. Joseph Kabila. On ne change pas de système en changeant simplement l'un ou l'autre individu ayant animé ce système-là. Le système, par sa durée, réussit à un certain moment à créer, à imposer ces paradigmes. Alors, vous ne changez pas les paradigmes d'un système en mettant fin au règne de l'un ou l'autre individu ayant animé ce système-là. Il y a deux paradigmes à changer pour sortir du statu quo. Et quand je parle de paradigme ici, je vois un ensemble d'idées, des manières de faire et d'être, un ensemble qui est dominant à un certain moment donné dans la vie d'un peuple. Donc il y a eu cela pendant plus ou moins 35 ans, et vous ne changez pas un système comme ça en disant Mobutu est parti, les choses vont aller, on sera en démocratie, en oubliant que beaucoup de ceux qui avaient travaillé avec Mobutu ont été récupérés par les rébellions au sein desquelles ils ont évolué, après avoir commis les crimes abominables dans ces rébellions-là. Ils sont revenus pour être aujourd'hui qui ministre, qui PDG, qui DGA, ainsi de suite. Donc, le système perdure, mais ici, il faut avouer que le système est allé au-delà de ce qu'on a vécu sous Mobutu. Sous Mobutu, nous n'avons pas connu plus de 6 millions de morts, quand même. Hein? Mais les animateurs qui ont quand même essayé de travailler avec Mobutu sont là. Il n'y a pas eu de changement de paradigme. Sans changement de paradigme, sans changement de ces croyances qui ont animé pendant plus de 30 ans le système de Mobutu, rien ne change en profondeur. C'est le statu quo. Je disais que nous risquons d'assister à cela avec le prochain départ de M. Joseph Kabila. S'il n'y a pas profondément des ruptures opérées au niveau du paradigme congolais, nous risquons de poursuivre notre route, notre bonhomme de chemin avec le même système. Monsieur Mbello, le secteur bancaire et celui de la messagerie financière ont été également affectés par cette coupure qui concernait aussi les SMS. Et les guichets uniques de donnement des marchandises n'a pas fonctionné au port des Matadi aussi, hein, consécutivement à cette coupure d'Internet. Monsieur Mbello, on a comme l'impression que les régimes semblent être prêts à
tout sacrifié pour se maintenir au pouvoir, même l'économie. Oui, oui, mais il y a ce petit commentaire-là que le professeur Omasombo fait dans l'article qu'il a publié dernièrement, un échange qu'il a eu dernièrement avec Marie-France Cros dans La Libre Belgique. Il le dit à un certain moment que ce qui importe pour M. Kabila, par exemple, ce n'est pas que Matata puisse bien ou mal travailler. Ce qui importe, c'est lui en tant qu'individu, c'est maintenant au pouvoir. On peut, mutatis mutandis, dire la même chose pour l'ensemble des membres du régime. Ce qui importe, ils l'ont dit le 25 août 2014 à Kingagati. Ce qui importe pour eux, c'est leur survie politique. Que l'économie marche, que le pays soit à genoux, ce n'est pas leur problème. Du moment qu'ils n'ont pas de garantie que leur survie politique est assurée, ils peuvent mettre à tout moment le feu aux poudres. Hein. Très bien, autre chose. L'envoyé spécial des États-Unis dans les grands lacs russes, Feingold, a affirmé cette semaine que les transferts de pouvoir doivent se faire de manière démocratique au Congo. Il a dit, hein, nous pensons que les transferts de pouvoir doivent se faire de manière paisible et démocratique à travers la tenue d'élections crédibles et transparentes. Monsieur Mbelou, pourquoi cette séquence de communication après les événements sanglants de Kinshasa? Peut-on raisonnablement penser que les États-Unis veulent dégommer Kabila? Je m'excuse. Vous voyez, mais ne nous limitons pas à cette intervention ponctuelle de Russ Feingold. Rappelez-vous, nous en avons parlé à un certain moment donné en évoquant le livre de Ralph Kusters, Les chasseurs de matières premières. Rappelez-vous que nous avons fait allusion à l'alliance publique-privée qui a été signée entre ce régime et plus d'une vingtaine d'entreprises privées américaines et juives, ainsi de suite, qui ont été signées au mois de novembre 2011, pendant que nous débattions des tricheries aux élections. J'ai à un certain moment des appréhensions. Pourquoi Russ Feingold vient-il parler des élections, de l'organisation des élections au Congo? Maintenant, comment peut-il, après que les États-Unis aient soutenu les pays qui ont envahi le Congo en 96-97 et qui ont permis à Kabila d'être là où il est aujourd'hui, sans qu'il soit passé par les élections, comment justifie-t-il qu'il vienne aujourd'hui tenir un discours sur les élections, alors que le soutien que son pays a offert à tous ces criminels-là qui sont venus dans un ensemble de conglomérats d'aventuriers pour prendre possession du Congo, détruire ses institutions, les infiltrer? Pourquoi peut-il, aujourd'hui, sans que justice ait été rendue au Congo pour tous ces crimes commis avec son pays et les autres anglo-saxons comme commanditaires, comment peut-il se permettre de venir tenir ce discours-là au Congo? C'est ça la question que plusieurs compatriotes ne se posent pas. Ils applaudissent des mains et des pieds en disant il y a des pressions qui se font de l'extérieur, il faut que Kabila parte. Mais ces pressions ne se font pas pour eux. Quand vous relisez l'article de l'Observateur, un journal quinois, que j'essaie de commenter dans mon dernier papier intitulé Kabila s'en va, Africom arrive, quand vous lisez cet article-là, vous vous dites, tiens, ils vont finir par réaliser l'objectif principal
de la guerre de basse intensité qu'ils ont menée contre le Congo en essayant de créer des bases militaires contrôlées par Africom au Congo et dans plusieurs autres pays africains, et cela avait comme objectif principal contrôler les matières premières stratégiques et du Congo et de l'Afrique pour que ces matières premières stratégiques ne passent pas entre les mains des concurrents que pourraient être la Chine, la Russie ou d'autres pays occidentaux ou asiatiques. Voilà ce qui est en train de se jouer sous ces appels aux élections transparentes, libres et démocratiques. Et quand eux disent élections transparentes, libres et démocratiques, ils disent des élections capables de promouvoir au poste de responsabilité les Congolais ou les minorités infiltrées au Congo qui sont en train de plébisciter maintenant. Ce n'est pas pour rien que tout en faisant pression pour qu'il y ait des élections, on puisse aussi, eux puissent déjà plébisciter X, Y comme étant des candidats présidentiables au Congo demain. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent un petit jeu malin, faire pression pour que les Congolais acclament, afin que celui qu'ils ont mis là-bas puisse partir, mais pour qu'ils mettent un autre. Quand vous lisez les déclarations que Barack Obama a faites dernièrement sur la politique étrangère américaine, il n'est pas allé par le dos de la cuillère pour dire qu'il va promouvoir, que les États-Unis vont promouvoir les jeunes leaders en Afrique. Mais rappelez-vous la rencontre qu'il y a eu au mois d'août aux États-Unis avec les Young Leaders. Donc ce sont des choses déjà très très bien préparées. Mais comme malheureusement nous n'archivons pas ce qui nous arrive, nous ne revenons pas sur les commanditaires, les pyromanes de notre destinée. Donc on peut demain les accuser, hier les accuser comme pyromanes et aujourd'hui les applaudir comme pompiers en disant l'essentiel est que Kabila dégage, alors que Kabila n'est pas le système qui est en train de semer la mort au Congo aujourd'hui. Kabila, oui. Mais, M. Mbelou, notre problème n'est-il pas que nous nous extasions souvent devant ces genres d'affirmations qui viennent de l'Occident, hein, que de croire, d'avoir foi plus, par exemple, à ce qui s'est passé à Kinshasa il y a 2 semaines qui peut changer la situation? Oui, il y a une grosse part laissée à notre émotion dès que nous avons une petite idée. Maintenant, la petite idée que nous avons, que nous entretenons, c'est que Kabila doit partir. Mais, et après, est-ce qu'il y a des pensées élaborées, sérieusement élaborées sur l'après-Kabila? Pourquoi devons-nous nous extasier en évitant de nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour que l'après-Kabila ne soit pas comme l'après-Mobutu? Pourquoi les mêmes qui ont placé hier Mobutu, l'ont chassé, ont placé Kabila Mouzé, l'ont chassé, maintenant ils ont placé Joseph Kabila, ils tiennent à le chasser? Comment sortir de ce théâtre, de ce jeu? Comment opérer une rupture avec ce jeu en essayant de mener des réflexions à tête reposée, en essayant de mener des réflexions froidement pour ne pas nous entraîner dans ce théâtre qui n'a fait que trop durer. Et depuis plus de 50 ans, ce sont les mêmes qui font et défont les rois. Est-ce que nous allons, dans notre immense majorité, continuer d'être spectateurs de ce théâtre, ou nous allons, en nous appuyant sur les masses populaires congolaises pour protéger nos terres
qui sont aussi l'un des objectifs de toutes ces guerres, est-ce que nous allons, en nous appuyant sur nos masses, rompre avec cette lobotomisation, rompre avec cette pensée unique qui nous confine à penser, à croire que ce sont les mêmes qui doivent à tout moment faire et défaire les rois au Congo. Alors que le monde est en train de devenir de plus en plus pluripolaire, nous restons avec les yeux braqués sur les uniques, ceux qui ont prétendu être les vainqueurs de la guerre froide. C'est à ce niveau-là que nous devons pouvoir avancer dans la réflexion et voir de plus en plus comment récupérer notre initiative historique de façon que ça ne soit pas... Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, vous, monsieur Étienne Ngandou, qu'un envoyé spécial du Congo aille aux États-Unis, aille en France, aille au Canada, dire ce que les responsables canadiens doivent faire pour que leur pays aille de l'avant. Donc, cette approche asymétrique de la politique au Congo révèle que le Congo n'est pas encore devenu un État digne de ce nom. Alors, je pourrais dire qu'il a été créé comme un État manqué, un État raté, pour que régulièrement, ils reçoivent les injonctions de l'extérieur. Un pays comme le Venezuela, qui a aussi organisé ses élections il n'y a pas très longtemps, même s'il y avait là un opposant soutenu par l'extérieur, n'a pas vu cet extérieur venir donner des injonctions au nom de l'argent qu'il allait apprêter pour les élections au Venezuela. Capriles a d'ailleurs être protégé par l'État vénézuélien parce que l'État ne voulait pas que l'extérieur s'immisce dans sa politique intérieure, ce qui fait partie du respect des règles du droit international. Mais chez nous, au Congo, le droit international n'est pas respecté avec toutes ces émissions des envoyés spéciaux, des ambassadeurs. C'est signe que le Congo n'est pas encore devenu un État souverain digne de ce nom, malgré les proclamations que les membres de ce régime-là n'essaient de faire à la télévision et à la radio. Très bien, pour finir, un mot sur Christopher Ngoyi, qui a été arrêté il y a quelques jours. Ouais, on se souvient, la semaine passée, nous en avions dit un mot. Lambert Mende, des passages à Paris sur France 24, a affirmé qu'il savait où se trouvait, où Christopher Ngoyi était détenu et que sa famille le savait également. Seulement cette semaine, sa famille a publié un communiqué dans lequel elle dit toutes les démarches que nous avons entreprises en vue de pouvoir les retrouver sont restées vaines. Contrairement à ce que dit M. Lambert Mende, nous persistons à considérer qu'il s'agit bel et bien d'un enlèvement et non d'une arrestation, car aucune révélation précise sur son lieu de détention et sur la procédure judiciaire suivie jusqu'à ce jour n'ont pu être livrées. Voilà encore une situation qui pose question, et cette communication du mensonge de M. Lambert Mende. Oui, vous le soulignez très bien. C'est un mensonge de trop. Mais le problème, c'est que dans un pays où la justice n'existe pas, on blague avec la vie des gens. Moufonkol Thioye a écrit un article dernièrement qui m'a quand même interpellé quand il traite du cas de Christopher Ngoyi. Il dit Christopher Ngoyi arrêté et les autres. Nous avons tendance à focaliser notre attention sur certains d'entre nous qui sont trop en vue, en oubliant que pendant les 3 dates qui sont restées marquées dans l'histoire du Congo, les dates du 19, du 20 et du 21 janvier, il y a eu beaucoup de Christopher Ngoyi qui ont été enlevés et qui n'ont pas été retrouvés jusqu'à ce jour. Comment faire en sorte que les compatriotes impliqués dans ces enlèvements et dans les massacres et les assassinats qui les ont suivis ne puissent pas demain
exercer des fonctions publiques et qu'ils soient traduits et poursuivis en justice. Il y a beaucoup de compatriotes qui pensent déjà dans ce sens-là. Si les gens tuent, pillent, enlèvent et comme prime de leurs crimes, ils sont promus au poste de responsabilité, ceux qui viendront après eux recommenceront la même chose. Ils diront, mais ceux qui nous ont précédés ont fait la même chose. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi pas nous? Hein, regardez, on retrouve tous ceux qui ont été dans le MLC, dans le RCD Goma, on les retrouve dans l'AFDEL, qui ont commis des crimes, on les retrouve aujourd'hui aux affaires entre griffes. Ce sont des choses à éviter dans les années, les mois, les années à venir. Hein. Il faut éviter de pouvoir donner des primes aux criminels de guerre, aux criminels économiques, pour pouvoir assainir la vie politique au Congo et l'asseoir sur des bases éthiques et politiques convenables, hein, des bases juridiques convenables. On ne peut pas continuer comme ça. Mais pour revenir à Christopher Ngoï, le communiqué de M. Mende révèle encore une fois que ce monsieur-là, malgré sa grande intelligence, ne mérite pas que les Congolais puissent se fier aux mensonges qu'il débite. Hein? Nous devrions travailler à l'oublier de plus en plus. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.